Elle me dit, dans la toute dernière paragraphe de sa lettre, elle me dit « Mais tu vois, peut-être que si tu étais là, maintenant, je pouvais parler avec quelqu'un en qui j'ai confiance, j'aurais pas choisi de mourir. » On m'a confié de conduire le plan d'action d'Innocence en danger qui est né à l'UNESCO à la suite de démantèlement de ce qui était à l'époque considéré comme le plus grand réseau cyberpédocriminel au monde. Ça fait 25 ans que je fais ce que je fais. J'ai aidé, sauvé, accompagné des milliers de victimes. Et j'ai constitué Innocence en danger en association loi 1901, d'abord en France. Et une fois qu'on avait un peu démarré en France, j'ai ouvert en Allemagne, ensuite en Suisse, ensuite en Colombie, ensuite aux États-Unis, ensuite, etc. Mais dernièrement, le dernier pays en Belgique. On a un très joli bureau aussi en Autriche. On est partie civile dans 60 à 80 dossiers. On est sollicité 600 à 800 fois par an pour intervenir dans des dossiers cas par cas, je veux dire 600 cas. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes avec Omaira. Bonjour Omaira. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Heureuse d'être là. Super. Omaira, qui êtes-vous? Je suis Omaira Sellier, je suis d'origine iranienne. Je suis venue en France en 1978 pour faire mes études en France avec ma sœur jumelle qui malheureusement a quitté le monde depuis. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas pu rentrer en Iran après la révolution parce que l'Iran était dans une période de révolte, parce que j'avais bien aimé mes études en France. J'ai étudié à la Sorbonne, à l'université René Descartes, le CELSA, un parcours magnifique. Et puis finalement, on est resté en France. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant magnifique et j'ai épousé un Français magnifique. Voilà, jusque-là, tout va bien. Super. Et puis, je ne travaillais pas parce que mon mari ne voulait pas que je travaille. Et puis un jour, je lui ai expliqué que lorsque j'étais étudiante à Paris, en tant que jeune adolescente qui ne peut pas rentrer chez elle, j'ai eu connaissance à des situations où mes amis avaient été sollicités dans X ou Y endroits à Paris par des adultes alors qu'on était vraiment à peine majeurs, on n'avait pas encore tout à fait 18 ans, pour sortir avec eux, etc., etc. Et j'ai appris qu'il y a eu des viols et il y a eu des suicides. Donc, lorsque j'ai appris le suicide, je suis iranienne, je le rappelle, j'ai le droit de me tromper avec le et le la. Donc, avec le suicide d'une amie que j'aimais beaucoup, j'ai été très triste, très attristée, d'abord parce qu'elle n'était plus dans ce monde, mais aussi parce que je n'ai rien vu. Et le moment où les choses s'étaient passées, d'après la lettre qu'elle m'a laissée, pour dire au revoir et pour partager ce qui lui était arrivé. Dans la lettre, à la lecture de la lettre, je me suis rendu compte en fait que le moment où ça s'est passé, où le viol, parce qu'il y a eu plusieurs viols dans une soirée, ça s'est passé, on se voyait. Donc j'étais là, mais j'ai rien vu. Elle n'en a pas parlé. Et c'est finalement une fois qu'elle s'était mariée, et après 3 semaines de mariage avec un Français adorable, magnifique, elle s'est donné la mort et elle m'a laissé une lettre dans laquelle elle disait que voilà, pendant cette période-là où on avait été approché par des gens à Paris et qu'on avait
probablement ma sœur et moi n'avions pas donné suite à ces invitations. Elle avait donné suite à une invitation un soir et que lors de cette soirée, elle avait été victime, enfin, elle avait été violée pendant plusieurs adultes, par plusieurs adultes, pardon, et qu'elle s'en était pas remise et que même si elle avait épousé un homme magnifique, elle se sentait souillée, elle se sentait sale et qu'elle pensait que cet homme méritait mieux qu'elle. Et elle me dit, dans la toute dernière paragraphe de sa lettre, elle me dit « Mais tu vois, peut-être que si tu étais là, maintenant, si mes parents étaient là, on était coupés d'Iran, on ne pouvait plus retourner en Iran parce qu'il y avait la révolution, etc. Peut-être que si je pouvais parler avec quelqu'un en qui j'ai confiance, je n'aurais pas choisi de mourir. » Sa dernière phrase. Et je peux vous dire qu'après, j'en ai été malade, j'ai pleuré pendant des jours et finalement, j'ai dit à mon mari que le jour où je le pourrais, je voudrais être cette personne qu'on contacte à ce moment-là, quand on n'a plus envie, quand on pense qu'on ne veut plus vivre. Voilà, être cette main-là, ces épaules-là. Puis le temps est passé, j'ai eu mon enfant, je n'ai pas voulu avoir une occupation qui allait prendre trop de mon temps jusqu'à ce que mon fils ait eu 8 ans. Et puis après, la vie est bien faite. Vous savez, les circonstances et la synchronisation de la vie sont des mystères magnifiques. J'ai rencontré lors d'un dîner une femme charmante qui m'a parlé d'une conférence qui allait avoir lieu à Paris. On était en hiver 1998. Et elle m'a parlé d'une conférence qui allait avoir lieu à Paris en janvier 1999. Et lorsqu'elle m'avait demandé avant, pendant qu'on parlait de tout et de rien, elle m'avait dit quels sont les sujets qui m'intéressaient et ce que je faisais. J'ai dit que j'étais mère de famille parce que pour moi, c'est un travail extraordinaire, mais c'est un travail quand même. Et que voilà, quand elle m'a dit, mais si vous travaillez, ça serait dans quoi? J'ai dit dans la protection des enfants. Et c'est là où elle m'a dit, mais il y a une conférence à Paris à telle date. Si vous voulez, je vous invite, venez avec moi. Et quand j'ai demandé sa porte sur quel sujet, elle m'a dit sur les violences sexuelles faites aux enfants. Allez, c'était le début de la découverte de la cyberpédocriminalité. Parce qu'on est en 99. Donc, voilà, et je dis tout de suite d'accord, avec joie, je viendrai. Et la raison pour laquelle elle m'a invitée, c'était aussi parce que, sans la moindre prétention, je payais les études de filles au Népal et en Inde pour qu'elles n'aient pas à vendre des morceaux de leur corps pour étudier, en me disant que les filles qui peuvent étudier, que l'éducation va leur permettre d'avoir un travail, de gagner leur pain. Et si elles doivent aider leur famille sans pour autant devoir se prostituer et sans que la famille les prostitue. Parce que dans les familles, malheureusement, pauvres, pas qu'en Inde, pas qu'au Népal, même en France, il y a des familles qui prostituent leurs enfants. Donc, voilà, moi, je voulais casser ce cercle-là. Donc, c'est vrai que j'avais payé les études, c'était 3 fois rien, hein. C'est même pas le prix d'un sac que les femmes s'achètent comme des petits sandwichs. Mais pour eux, les filles là-bas, ça leur permettait d'étudier. Alors, je voudrais dire qu'à l'époque où j'ai fait ça, j'étais persuadée que ça n'arrive qu'aux filles. Je me trompais. J'étais persuadée que ça n'arrive que dans les pays en voie de développement, que ça ne peut pas arriver dans notre chère France, Amérique, Angleterre. Je me trompais, mais alors complètement, parce que les clients sont tous de ces pays-là et les victimes sont de tous les pays. Et là où je me trompais grandement aussi, c'est que je pensais que les lois dans les pays où il y a des lois vont forcément faire que les gens s'interdisent de passer à l'acte. Je me trompais complètement parce que les lois existent, sauf que les gens transgressent la loi et quand ils ne sont pas punis pour leur transgression, ça fait que nous cohabitons avec des prédateurs en France et ailleurs. Voilà. Donc, j'ai accepté d'aller à cette conférence et lorsqu'on a su ce que je fais en tant qu'un simple citoyen à qui personne n'a rien demandé, mais qui fait ça de son propre chef,
on m'a confié de conduire le plan d'action d'Innocence en danger qui est né à l'UNESCO à la suite de démantèlement de ce qui était à l'époque considéré comme le plus grand réseau cyberpédocriminel au monde. Et j'ai évidemment accepté. Et comme je vous disais tout à l'heure, je me suis dit, mais le monde entier va m'aider. Qui va refuser de m'aider si je veux aider les enfants? J'avais vraiment rien compris au monde. C'est vrai que j'avais grandi dans une famille aimante, entourée d'amour. J'avais un mari magnifique, etc. Donc j'avais un autre monde. J'imaginais que le monde était différent et que dès que j'allais dire que je veux aider les enfants, protéger les enfants, tout le monde va se bousculer pour m'aider. J'avais tout faux. Et ce que j'avais faux, c'est que ça arrive aussi aux garçons et pas qu'aux filles, que ça arrive dans les pays développés. Ça dépend de ce qu'on appelle développer, hein. Développer en quoi, en bref, et que les lois existent, mais si elles peuvent ne pas être appliquées, elles peuvent ne pas être respectées, etc., etc. Donc j'ai commencé avec beaucoup de rêves qui se sont, pas rêves, beaucoup d'illusions qui se sont petit à petit réduits en presque rien. Et j'ai commencé toute seule, mais j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes, pas du tout facilement. Je vais vous dire, ça fait 25 ans que je fais ce que je fais. J'ai aidé, sauvé, accompagné des milliers de victimes, pas qu'en France. Mais je voudrais quand même dire que chaque millimètre, je l'ai gagné. J'ai pas eu de cadeau. Il n'y a pas eu de cadeau. Il n'y a pas eu de Madame, on vous ouvre la porte, rentrez, de quoi avez-vous besoin? Il y a eu ça à aucun moment, ce qui est un constat très triste et très lamentable aussi, parce que ça veut dire que les enfants, nos enfants, on oublie, nous, aujourd'hui, adultes, mais j'étais enfant avant. Et je veux dire, et ces enfants grandissent, c'est nous demain. Donc, si on ne prend pas leurs mains aujourd'hui, si on leur marche dessus, si on ne leur permet pas de grandir avec la dignité qu'on leur doit, mais c'est notre avenir qu'on fout en l'air. Et le problème, c'est que ceux qui s'en fichent sont plus nombreux que des gens comme moi, ce qui fait que, alors que c'est une cause pour laquelle je ne devrais pas avoir à me battre, je dois me battre. Du coup, en 1999, vous avez créé Innocence en danger. J'ai créé Innocence en danger. D'abord, j'ai travaillé pendant 1 an avec l'UNESCO, qui dépend de l'ONU. Et puis après, pendant cette année d'un travail très intéressant, j'ai compris que l'UNESCO ne pouvait pas être sur le terrain comme moi je souhaitais être sur le terrain. Moi, je voulais voir les victimes, les parents de victimes, je voulais aller au procès. Et l'UNESCO est une très, très grande organisation. Ils font d'autres choses, ils font des conférences, des publications, des choses comme ça. Mais aller voir les victimes... aller au procès individuellement, victime par victime, ce n'était pas possible. Et donc, nous avons fait ce que j'appellerais un divorce à l'amiable 1 an après. Et j'ai constitué Innocence en danger en association loi 1901, d'abord en France. Et une fois qu'on avait un peu démarré en France, j'ai ouvert en Allemagne, ensuite en Suisse, ensuite en Colombie, ensuite aux États-Unis, ensuite... etc. Dernièrement, le dernier pays en Belgique, on a un très joli bureau aussi en Autriche. Et chaque pays est indépendant. On a tous la même mission. On est tous là mobilisés pour venir en aide et accompagner les victimes de violences sexuelles. Mais chaque bureau d'Innocence en danger est constitué selon les lois du pays, les lois nationales du pays. Voilà, et puis on fait avec ce qu'on a. Je veux dire, par exemple, un pays comme l'Allemagne, où les gens parlent avec beaucoup moins de tabous de ces sujets-là que la France. En Allemagne, on est aidé à un autre niveau, d'une autre manière, avec une autre importance qu'on ne l'est en France, parce qu'en France, tout le monde se cache comme s'il n'y avait pas ce problème en France. Malheureusement, il y a ce problème aussi en France. Et donc voilà. Et puis en Allemagne, on travaille par exemple beaucoup sur les sujets qui sont liés à Internet, alors que par exemple en France, on est très juridique, on est devant les tribunaux, je ne sais pas combien de fois par mois,
On est partie civile dans 60 à 80 dossiers. On est sollicité 600 à 800 fois par an pour intervenir dans des dossiers cas par cas, je veux dire 600 cas ou 800 cas. Et il faut juste vous imaginer qu'un procès ne dure jamais un an. Donc, les procès de cette année vont s'ajouter aux procès de l'année dernière, etc., etc. Donc, on accompagne un très, très grand nombre de familles, et un très grand nombre de victimes. Et j'ai initié en 2002 des séjours de reconstruction, des séjours de résilience. J'étais très avant-garde parce que notre cher juge Édouard Durand en parlait hier à France Inter. Il parlait de l'impact et des conséquences des violences subies pendant l'enfance tout au long de la vie. Moi, j'en ai fait l'expérience en voyant ça je dirais, à travers une jeune fille en Suisse. C'est grâce à elle, pour elle, que j'ai fait les séjours de résilience. Les premières années, c'était autour du cheval, c'était de l'équithérapie. Et après j'ai continué et depuis, on a accueilli des centaines d'enfants dans plusieurs pays à travers le monde. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un sujet où on commence à en parler avec un peu plus d'ouverture, un peu plus de générosité, avec un regard un peu plus réparateur qu'avant, en France aussi. Et donc je remercie toutes les personnes qui ont contribué à cela. Du coup, Omaira, je vous remercie. Est-ce que je vous proposerai un café? Oui. Super. Du coup, on passe à la minute café. Là, du coup, c'est la minute café. D'accord, parfait. Et là, on essaie de connaître les personnes qui sont actives dans ce genre d'action, comme la vôtre aussi, et pour voir quelles sont les personnalités qui font bouger les choses. Du coup, quel est votre film préféré? Mon film préféré dans les dernières années, d'accord? Parce que je suis cinéphile. Je regarde des films très. Je regarde pas la télé, mais je regarde des films. Je suis même jury dans des festivals de films qui ont accepté que j'emmène des films sur la protection des enfants. Mais un des films que j'ai le plus aimé dernièrement, c'était The Square. Le Square, The Square, qui avait gagné, non que ça veut dire quoi que ce soit, mais qui avait gagné ce qui se passe à Cannes, Festival de Cannes, en 2017, je crois. Et le même directeur a fait The Triangle of Sadness, il a de nouveau gagné au Festival de Cannes. C'est un Suédois qui était cette année président du Festival de Cannes. Je dis tout ça sur cet homme parce que c'est son film qui, pour moi, c'est de l'humour noir, c'est brillant, c'est fin. Et il y a 10 minutes vers la fin, chef-d'œuvre. Super. Voilà. Ça, c'est mon film préféré les dernières années. Et quelle est votre musique préférée? Ça peut ces dernières années, ou peut-être une musique qui vous réconforte, ou cette musique qui vous a marqué dernièrement? Alors, j'ai grandi aussi avec la musique. J'adore la musique classique, mais la musique classique que j'aime beaucoup, que j'ai écoutée en Iran, notamment un russe. L'Iran on a une frontière commune avec la Russie et la musique classique et les compositeurs, etc. Toute la culture russe était très présente dans mon enfance, en tout cas. Mais ce cher compositeur russe qui s'appelle Amirov n'existe, enfin on le connaît même pas ici, donc je souffre parce qu'il me manque. Je l'écoutais en Iran, je souffre énormément, mais il a été remplacé par des Beethoven, etc. Donc en dehors de la musique classique que j'écoute dans des moments où je suis vraiment très bien et où j'ai la paix. Parce que je respecte la musique classique d'une telle manière que j'ai envie d'en profiter vraiment. Je vais à beaucoup de concerts, mais je ne peux pas dire que c'est le quotidien c'est pas mon quotidien, parce qu'il y a des moments où j'ai pas cette paix que je voudrais avoir. Mais si on sort de la musique classique, j'adore Leonard Cohen.
J'adore Leonard Cohen. Je trouve que c'est un poète, je l'adore. Et là, vous me prenez un peu au dépourvu parce qu'il y a beaucoup de musique que j'aime. Et quel est votre livre préféré? Alors, quel est mon livre préféré dernièrement? Parce que mes livres préférés dans les autres années, je n'ai pas mon souvenir et puis je ne vais pas en citer beaucoup non plus. J'ai adoré un livre je dirais, qui m'a accompagné pendant toute ma jeunesse. Je vais vous donner deux noms. Il y a Le Quartet d'Alexandrie qui est de Laurence Durel. C'est un gros pavé de 1000 pages, mais c'est un livre que j'ai lu quand j'étais jeune et qui m'a énormément appris. Énormément. J'ai adoré tout, l'histoire, tout ce que j'ai appris. Ça m'a rendu curieuse pour que j'aille chercher ce que c'était la Kabbale dans la religion juive et qui m'a passionnée pendant des années. Enfin, vraiment, c'est un livre j'ai grandi avec ce livre en quelque sorte et je l'ai relu à travers les années. J'ai compris ce que ma tête pouvait me permettre de comprendre à tel ou tel âge. Mais un des livres que j'ai adoré dernièrement s'appelle Disgrâce et c'est de Cortese. Je crois que c'est un auteur sud-africain qui a d'ailleurs gagné le prix Nobel de la littérature en 2000, je ne sais pas quoi. C'est un chef-d'œuvre parce qu'il a une manière d'écrire qui est très intimiste. Très intimiste, puisque vous lisez ce qui est écrit dans le livre, mais vous lisez en même temps le dialogue intérieur de protagoniste principal du livre. Exceptionnel. Disgrâce. Est-ce que vous avez une personnalité qui vous inspire? Alors, comme c'est une question extrêmement difficile, parce que pour moi, une personnalité qui ne fait rien pour les enfants ne sert à rien. Et des personnalités qui font des choses intelligentes pour les enfants, j'en connais pas. Normalement, on demande un conseil, mais on a parlé avant et là, je crois que vous allez nous lire la devise. Je voudrais vous lire quelque chose exactement. Bon, par contre, j'ai pas besoin de mes lunettes quand je lis. Alors, la devise d'Innocence en danger, sachez que ce texte est d'un auteur anonyme. Enfin, je ne sais pas qui l'a écrit, mais je l'adore. Ça s'appelle « L'étoile de mer ». Flânant au bord de la mer, un enfant aperçoit au loin une femme qui se livre à une danse mystérieuse. Sans cesse, elle se penche, se redresse lentement et lance le bras vers la mer. Curieux, l'enfant s'approche et découvre que la plage est couverte d'étoiles de mer et que la jeune femme ramasse et renvoie une à une les étoiles de mer vers le large. L'enfant lui demande « Il y a des étoiles de mer échouées sur cette plage aussi loin que porte le regard. Alors quelle importance d'en sauver quelques-unes ?» La femme se penche, jette une fois encore une étoile dans la mer, puis elle lui répond sereinement « Cela a de l'importance pour celle-ci. Pour celle-ci, c'est sa vie. » Autrement dit, malgré le nombre très grand de victimes, pour chacune d'entre elles, il s'agit de sa vie. Voilà, ça c'est ma devise et j'aimerais inviter tous les Français à méditer là-dessus et à sortir de leur torpeur et de leur méditation sur le sujet, devenir acteur de la protection des enfants. C'est de l'avenir de la France qu'il s'agit. Donc il faut se mobiliser pour l'avenir de la France. Avec moi, qui suis certes d'origine iranienne, mais je fais ça parce que la France est mon pays d'adoption, parce que la France est le pays qui m'a accueilli lorsque je ne pouvais plus être chez moi. Et je serais très triste que la France ne soit pas partenaire d'un Iran libre. Je serais très triste et je ne serais pas la seule. Voilà. Omaira, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Et pour les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. À plus. En parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.